Merci à tous ceux qui ont été derrière cette initiative. C'est une initiative qui vient uniquement de la part de start-up. Il y a énormément d'énergie et beaucoup d'autonomie de la part de beaucoup de personnes qui m'entourent, qui ont pu permettre la réalisation de cet événement. Et en particulier, j'aimerais rappeler un petit peu le principe de cet événement, c'est de réunir 3 types d'intervenants autour des métiers de la data. Alors vous êtes très nombreux et il n'y aura aucun doute qu'on vous verra énormément sur cet événement. Ce sont les étudiants. Vous êtes là principalement pour comprendre qu'est-ce que c'est cette rupture technologique qu'on appelle souvent le big data et en pratique quel type de métier ça peut aboutir pour vous, quel type de formation et comment marche le recrutement dans cette nouvelle filière. Vous avez les startups, des personnes qui ont décidé comme moi de se lancer tout seul, de créer un produit, des services autour de la thématique de la data et de se dire que entrepreneuriat et big data c'était la promesse de faire des choses assez extraordinaires. Rencontrez-les, rencontrez leurs produits, essayez de comprendre ce qu'ils font. Et aussi, vous avez les leaders d'opinion, les porteurs de projets dans les grands comptes qui font des projets quantitatifs. C'est eux qui vivent la data au quotidien, c'est eux qui font en sorte qu'il y a des projets dans les différentes entreprises que vous pourrez rencontrer aujourd'hui. J'aimerais tout de suite commencer par présenter les excuses auprès des personnes qui pensaient pouvoir venir à ce salon-là, avec qui j'avais promis de pouvoir prendre la parole, mais malheureusement, nous sommes des novices dans l'événementiel, c'est la première fois qu'on le fait. Donc toutes mes excuses auprès de ces personnes-là. Je vous demande un maximum d'indulgence pour cette première opus, en espérant que tout se passera bien. Et je remercie tout de suite les tout premiers intervenants de la première table ronde, qui s'intitule « Le Big Data au service du marketing ». Alors je vous invite à aller chercher Fabrice pour compléter la... Parfait. Merci. Je vous laisse vous présenter chacun. Dites qui vous êtes, quelle est votre entreprise et qu'est-ce que vous faites dans cette entreprise. Bonjour. Alors moi je suis Fabrice Guez, je représente la société AdExperience, qui est une jeune société créée il y a 2 ans autour de l'advertising mobile. Notre positionnement est d'être en fait un média buyer. On achète du média, on achète de l'emplacement média mobile uniquement et on le revend sous forme de performance à des annonceurs. Donc notre métier c'est de l'acquisition, c'est de l'optimisation d'achat. Et donc à cette fin, justement, on est des gros consommateurs de data dans la mesure où notre métier est d'optimiser l'achat, donc d'orienter notre achat en fonction d'un objectif de rentabilité pour notre annonceur. Et donc voilà, donc on est très consommateur de data dans ce sens-là. Et le mobile est aujourd'hui une activité qui fournit énormément de paramètres d'optimisation, des paramètres assez différents du online par rapport au mobile. Aujourd'hui, le online est une activité qui est assez mature. Le mobile est le petit frère du online, mais présente beaucoup de similitudes et en même temps beaucoup de différences, et suffisamment pour aujourd'hui être spécialisé sur ce créneau. Voilà. Donc voilà, c'est principalement notre activité. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Alexis, je suis responsable de la Business Intelligence chez Next Performance. Next Performance est une société de retargeting, donc de reciblage publicitaire sur Internet. C'est une société qui a été créée il y a 4 ans et qui compte aujourd'hui plus de 70 employés. La Business Intelligence, c'est le fait de comprendre l'activité de l'entreprise et de savoir l'expliquer, éventuellement proposer des actions. Et la compréhension se fait au travers de la data. Bonjour, François Chaumartin, société Proxel. Nous, on est une société d'un petit peu plus de 10 personnes spécialisée dans ce qu'on appelle l'analyse sémantique. Aujourd'hui, quand on regarde le web, il y a plus de 80% de la donnée qui est du texte. Et avant de pouvoir faire du data mining sur du texte, il faut faire du text mining pour en sortir des informations. Et donc, d'une façon générale, nos systèmes, notre plateforme permet d'aller chercher de l'information sur le web en la filtrant intelligemment et d'en extraire de la donnée, de l'information permettant aux décideurs de faire les bons choix. Et dans le cadre du marketing, aujourd'hui, on applique ça pour analyser typiquement des avis de consommateurs, qu'est-ce qu'on dit sur ma marque, mes produits, et permettre de transformer les attentes des consommateurs en produits et services mieux adaptés. Et par exemple, aujourd'hui, si vous écrivez, ou si vous allez vous plaindre, ou si vous allez
prendre une information chez Auchan ou chez Carrefour, c'est nos systèmes qui vont analyser ça. Bonjour, Thierry Bigard, je travaille au sein du groupe Carus sur les projets Big Data. On accompagne les entreprises dans l'utilisation de la Big Data pour la performance commerciale des entreprises, la performance digitale. Je pense qu'on aura l'occasion de développer cette question. Voilà. Nicolas Beauchesne, je suis un des cofondateurs de la société 55, qui est née il y a 3 ans et demi, cofondée par 5 anciens de Google, dont l'ancien directeur général de l'Europe du Sud, Mats Cardener, qui est notre CEO, l'ancien patron de Google Analytics pour l'Europe du Sud, et on avait tous des rôles en fait dans l'équipe managériale basée à Paris. Moi-même, je m'occupais de YouTube sur la même région pendant les 2 dernières années et demie de ma présence chez Google. 55, c'est un chiffre, donc ça tombe bien, là on est sur un sujet de data aujourd'hui. C'est un taux de conversion, dans la vie physique. Quand on se cherchait en fait un nom sur notre mission de boîte, on est tombé sur une étude survey, une étude nord-américaine retail, qui montrait que sur 100 personnes qui rentraient dans un magasin, 55 sortaient avec un achat sous le bras. La FEVAD, la Fédération de vente à distance, en France, dit que sur 100 personnes qui rentrent dans un magasin e-commerce, donc dans un site e-commerce, le taux de conversion tombe à 2%. Donc le sujet, c'est comment est-ce qu'on essaye de passer de 2 à 55. Une fois qu'on se pose cette question, en fait, on se pose la question de l'efficacité du canal Internet en général, la bonne collecte de data. Et donc, on est aujourd'hui près de 80 chez 55. On adresse des très gros comptes, des Renault, des L'Oréal, sur la collecte et je dirais l'optimisation de la data au niveau mondial. On vient d'ouvrir un bureau à Londres et je rentre de 15 jours en Chine, où là, comme la data n'était pas encore assez grosse en Europe, on s'est dit que là-bas, ça pouvait avoir du sens de collecter aussi encore plus de data. Donc vraiment, notre sujet, c'est la data au cœur de gros projets industriels pour ces grosses boîtes qui essayent de mieux comprendre les chemins clients et de mieux comprendre et de mieux connaître leurs clients en général. Merci à tous. Alors, je voulais juste qu'on commence cette discussion en vraiment faisant un point de détail. Aujourd'hui, c'est quoi votre source de données lorsque vous faites de l'analyse? Avant même de commencer à faire de l'intelligence, où vous allez utiliser des sources de données pour pouvoir proposer vos services à vos clients? Les principaux projets sur lesquels nous travaillons utilisent en fait les logs web et les logs mobiles essentiellement. On fait une interprétation de logs pour être capable de reconstituer, comme vous le disiez en introduction, des parcours utilisateurs. On essaie d'identifier dans ces logs, au travers des comportements, on va dire des business cases qui sont autour d'axes comme la réduction du churn, l'upselling, le cross-selling. On va donc classer en fait ces comportements analysés dans les logs pour être capable, encore une fois, de venir traiter avec des offres particulières ces comportements et optimiser les taux de transformation en particulier. Mais donc, nous, chez Carus, on travaille beaucoup pour ces projets-là au travers de l'analyse des logs issus des applications mobiles, sites mobiles et sites internet. De notre côté, il y a une vraie spécificité. Notre premier métier, c'est le Web Analytics. On est le premier vendeur en Europe de Google Analytics dans sa version premium. Et cette donnée dite first party, c'est, on va dire, une des plus raffinées, parce que ça impose que des gens dans nos équipes positionnent des trackers les mieux positionnés possibles, les mieux pensés possibles, à la fois en termes techniques, mais surtout en termes business pour aider nos clients, pour vraiment suivre les KPI et les indicateurs qui les intéressent. Et ce que moi parce qu'on est en train de parler à des gens qui cherchent des jobs dans la data, quand on a embauché nos premiers data scientists il y a 2 ans et demi, moi j'ai découvert un changement radical dans ce que eux nous disaient. On a embauché des gens qui sortaient pas d'école, qui sortaient de grosses agences, certains qui bossaient pour des Danone et autres sur des gros programmes CRM, des suivis de maman avec des programmes de quel lait j'ai besoin en fonction de l'âge de mon bébé et ainsi de suite. Et en fait, ces gens-là se faisaient imposer leur dataset. C'était des gens qui leur posaient des datas. Alors, je ne sais pas d'où arrivent les logs vous concernant, mais des gens qui se faisaient imposer des kilos de data. Ils les travaillaient, mais je dirais en silo, et puis les réinputaient dans des programmes CRM. Aujourd'hui, tout a changé. C'est-à-dire que le data scientist, dans des structures comme la nôtre, doit être partie prenante au moment de la collecte pour savoir exactement comment on va préméditer son coût dans la manière avec laquelle on veut faire remonter des infos pertinentes. Donc, en amont, il est là. Évidemment, au moment de raffiner la donnée, il est là aussi.
Et puis il y a tout un tas d'ingénieurs, de super consultants chez nous qui sortent des meilleures écoles et avec des gros profils, qui lui disent attends, Air France vient de me dire, ou L'Oréal vient de me dire, ou Renault vient de me dire que ton truc ça marchait moins bien. Donc on revoit la copie et tout de suite on retravaille. Donc quand on travaille ces choses-là sur de la détection d'anomalies, sur de la personnalisation d'expérience par exemple pour 3 Suisses, c'est des millions de données tous les jours, mais des choses avec des feedbacks qui sont immédiats. Et donc ces jobs-là sont hyper intéressants. On va retourner un petit peu sur la source de données. François, toi tu utilises quoi comme source de données dans le text mining? Alors, effectivement, par rapport à mes camarades ici qui utilisent plutôt de la donnée, nous on part de texte en premier, mais je dirais avec 2 sources d'informations. On va chercher typiquement des avis de consommateurs sur le web, sachant qu'il y a 2 sous-segments. Ce qui a fait le succès de sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn, bon, c'est d'avoir été au bon endroit, au bon moment, avec la bonne idée, la bonne infrastructure, etc. Mais également techniquement le fait d'avoir proposé des API, des interfaces de programmation applicative, qui permettent très facilement de faire des requêtes, par exemple pour récupérer tout ce qu'on a dit sur Orly, Roissy, Air France, etc. Donc là c'est relativement simple de récupérer du texte. On a développé des technos et on a déposé du brevet pour aller chercher sur le vaste web où est-ce qu'on parle de tel ou tel sujet. Et là ça revient clairement à chercher une aiguille dans la botte de foin. Et là on est sur de la donnée publique. Et le deuxième point, la deuxième source de données importante, c'est de la donnée privée, c'est quand les gens écrivent par email ou en remplissant un formulaire de contact à leur fournisseur préféré. Et ça, assez souvent, les entreprises ont une mine d'or à disposition et ils oublient de l'exploiter en pensant qu'on ne trouve que sur le web des données intéressantes. Juste, regarde la parole un instant et explique-nous, quand on fait du text mining, quand on fait de la sémantique, en quoi c'est algorithmique, en quoi c'est mathématique. Oui, c'est vrai. D'une façon assez paradoxale, pour comprendre du langage humain, il faut énormément de maths. Il faut des probas, des graphes, de la descente de gradient, de l'extraction de vecteurs propres, enfin des choses que j'avais vues en maths sup et en maths spé, en me disant ça ne peut pas servir dans la vie de tous les jours. Bon ben voilà, quand on est data scientist, ça sert dans la vie de tous les jours les maths. Donc, typiquement, on veut crawler sur Carrefour, l'enseigne Carrefour. On fait une requête sur Google et on va avoir plein de hits sur le Carrefour de l'innovation, le Carrefour giratoire, le Carrefour de la jeunesse ougandaise, etc. Donc on a un problème d'ambiguïté. En moyenne, chaque mot a 2,3 sens. Et vous voyez, on peut même tomber sur des authentiques verbatim qui disent le 14 juillet, le char Leclerc s'est embourbé sur le carrefour près du casino de l'hôtel. Donc on a bien Leclerc, Carrefour et casino, mais ça ne parle pas de grande distribution. Un exemple très rapidement sur la couleur orange aussi qui est sympa. Oui, évidemment, orange, Total, hein, vous voyez, à peu près un tiers des sociétés du CAC 40 ont des noms qui sont ambigus. Donc nous, on a comme client Total, Carrefour, Orange. Où, Orange, vous voyez, c'est non seulement la couleur, la ville, le fruit. Orange à jus d'orange, ça commute. C'est également un mouvement catholique de comté aux États-Unis. Voilà, il y a une grande polysémie. Alors, on va continuer la discussion en s'intéressant au monde du RTB. Le monde du RTB, c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui. On ne s'en aperçoit pas parce que, en tant que simple consommateur, on n'a pas conscience de ce qui se passe derrière. Mais juste parce que vous êtes les 2 spécialistes du monde du RTB, rappelez-nous exactement qu'est-ce que c'est le display online et en quoi le fait que c'est algorithmique, ça change complètement les modes de diffusion. Ouais. Alors, le RTB, c'est une technologie qui permet de mettre aux enchères en temps réel les emplacements publicitaires. C'est-à-dire qu'entre le moment où vous décidez d'aller sur lefigaro.fr ou lemonde.fr et le moment où la page s'affiche, ces éditeurs ont mis aux enchères vos emplacements publicitaires avec l'information que vous, utilisateurs, allez visiter ce site, l'ont mis aux enchères sur une place de marché. Des acteurs tels que Next Performance, Google, Criteo, etc. déterminent un prix, donnent ce prix, et là, l'acteur qui a mis le prix le plus haut remporte l'emplacement et a le droit en fait de mettre la publicité qu'il a choisie pour l'utilisateur. Juste précisons un tout petit peu, qu'est-ce que ça change pour les utilisateurs ? Pour l'utilisateur, ça permet tout simplement de personnaliser le plus possible en fait la publicité qu'il peut voir. Et l'importance de l'algo vient dans le fait qu'il faut savoir déterminer le bon prix pour l'utilisateur.
Ça demande beaucoup de statistiques. Ça s'insère aussi dans la thématique que demain la publicité sera uniquement sur mesure et uniquement personnalisée, donc avec la télé connectée, avec les objets connectés, on ne sera plus jamais soumis à un type de publicité qui ne nous est pas adapté, parce que algorithmiquement on sera capable de tracer les personnalités, les desiderata de chacun et de proposer toujours la meilleure pub au meilleur moment. Voilà, c'est ça. Fabrice, explique-nous aussi, parce qu'on partage quelque chose en commun, c'est notre passé dans le monde de la finance. Explique-nous pourquoi ce domaine qui est naissant, en réalité, a vocation à être aussi gigantesque que l'algorithme dans le monde financier. Bon, déjà, moi, juste pour préciser, on fait exactement la même chose que Next Performance, mais que sur la partie mobile uniquement. Donc nous, on est à la fois acheteur de médias et on a nos propres plateformes d'automatisation et d'optimisation d'achat. Le rapport avec la finance, bon, il paraît un peu éloigné comme ça, mais les deux domaines sont très fournis en data et très exigeants en termes de performance, parce qu'en fait, ce qui a été juste entre guillemets oublié, c'est qu'il faut quand même répondre à des requêtes en moins de 150 millisecondes, et 150 millisecondes c'est du temps réel, et évidemment il faut pouvoir répondre aujourd'hui aujourd'hui nous sommes connectés à peu près à plusieurs centaines de millions de requêtes par jour qui nous viennent d'AdExchange spécialisés pure player mobile. Et il faut être capable de répondre à ces requêtes. Alors soit on n'a pas d'intérêt, soit on a un intérêt, mais si on a un intérêt, il faut répondre en moins de 150 millisecondes. Donc on rentre dans des technologies de pointe, des technologies très exigeantes en termes de performance, de disponibilité serveur, ce genre de choses. Et donc du coup, il y a des ressemblances, il y a des similitudes avec la finance par rapport à ça. Après, dans notre jargon, on appelle ça également des médias trading desk. Donc nous sommes un trading desk, c'est-à-dire que nous achetons du média. Et dans certains cas, nous pouvons même supporter une partie du risque de nos annonceurs, c'est-à-dire qu'on achète du média, on le transforme en performance, qu'on revend à des annonceurs. Donc il y a cette approche-là qui ressemble, qui a certaines similitudes avec la finance. Par ailleurs, nous, donc juste pour préciser que sur le mobile, il y a un point qui est intéressant, qui est à noter, c'est que le mobile aujourd'hui offre des possibilités qui sont assez exclusives, dans la mesure où quand on reçoit une requête, on est capable aujourd'hui de géolocaliser une personne, dans la majorité des cas aujourd'hui, et ça nous offre des possibilités de marketing assez intéressantes, c'est-à-dire de pouvoir cibler des personnes dans un quartier, d'offrir la possibilité à nos annonceurs de créer des campagnes publicitaires dans un quartier de Paris, par exemple, ce qui est quand même assez intéressant en termes de perspectives, de possibilités, vous imaginez. Et aujourd'hui, le mobile permet ça, et permet plein d'autres choses très spécifiques à notre industrie. On va faire un petit focus sur les métiers maintenant qu'on peut avoir chez vous. J'aimerais que vous nous expliquiez quelle est la compétence technologique qu'il faut avoir, parce qu'apparemment, pour faire de la data, il faut avoir aussi des compétences techniques. Quelle est la compétence d'ordre mathématique? Qu'est-ce qu'il faut avoir suivi comme type d'études? Qu'est-ce qu'il faut être capable de comprendre? Et surtout, la spécificité de ce nouveau métier, c'est à qui on s'adresse, donc comment on communique avec ces personnes-là, quel est l'aspect business qu'on peut voir dans les différentes personnalités que vous pourriez recruter dans vos activités. Alors nous, on a 3 types de métiers qui font appel à la data. On a le développeur, le chercheur qui va déterminer les modèles statistiques, et l'analyste BI. Donc les compétences qu'on recherche, c'est des compétences mathématiques du type je connais des modèles de régression, des arbres de décision, etc. Tout le bagage statistique qu'un étudiant en statistique est censé avoir. Et pour le développeur, évidemment, il doit être capable de développer. Tout simplement. C'est super. C'est 3 métiers différents. Oui, c'est 3 métiers différents. Ouais. Alors, fondamentalement la même chose. Aujourd'hui, on a 3-4 postes ouverts. Vous pouvez venir nous voir, on a notre stand au fond. On cherche un profil, disons, machine learning, c'est-à-dire des gens qui aiment les maths, qui aiment les matrices, qui aiment l'extraction de vecteurs propres, etc. Donc si vous avez une bonne idée de qu'est-ce que c'est que des chaînes de Markov, des CRF, des SVM, ou mieux des auto-encodeurs récursifs, venez nous voir, on peut discuter. Deuxième type de profil, comme on traite des mots, on aime bien également les gens qui aiment la langue, éventuellement en parlent plusieurs, aiment les relations cachées entre les mots. Vous voyez, ce qui est très troublant en langue, c'est qu'un petit mot va changer tout le contexte. La caissière était aimable.
comme une porte de prison. L'élève doit redoubler d'attention. Enfin, un mot peut tout changer. Donc on essaye de modéliser finalement des phénomènes de langue à un niveau linguistique très profond. Aujourd'hui, on est en état de l'art sur la plupart des tâches. Et évidemment, des développeurs développant dans la joie. Mais par exemple chez nous, on se pose des questions sur la descente de gradient, qui est une opération vraiment très computationnelle. Comment est-ce qu'on fait pour diviser par 100 les temps de calcul par rapport à des implémentations open source? On s'est posé la question de la représentation mémoire des données de façon à ce que les caches de niveau L1 du processeur sachent les cacher efficacement dans un contexte multithreadé. Voilà. Et puis sinon, à un moment donné, il faut analyser et vendre, et donc on a également des profils de type analyste pour raconter une histoire à partir de toutes ces belles données collectées. Pardon, raconter une belle histoire à partir de toutes ces données. Pareil, en fait, tout ce que vient de dire le monsieur, nous aussi, qui réussit le stand est juste à côté. Ce que je voudrais juste peut-être rajouter, c'est que les gens qui, on va dire, collaborent avec nous en entreprise sont des directeurs marketing, donc il faut avoir une sensibilité marketing particulière. Il faut savoir parler de ce qu'est un produit, ce qu'est un marché, ce qu'est une offre. Il faut avoir cette sensibilité produit qui est essentielle pour arriver à extraire de la donnée, de l'information et à utiliser cette information dans des business process. Donc il faut savoir ce qu'est le upselling, le cross-selling, le churn, etc. Donc la sensibilité marché, métier, marketing est essentielle de notre point de vue. Je crois que je ne serais pas très différenciant, avec peut-être un tout petit bémol qui est juste une précision sur les outils utilisés. Comme vous l'avez dit, c'est des outils open source et Hadoop en particulier. Après, dans les profils qu'on cherche, parce que dans le cadre de gros groupes de luxe, de géants, de la grande conso, etc., on va parler à des gens qui justement n'ont pas toute cette science ou cette data science. Et on va chercher aussi des gens qui ont une vraie appétence à parler du business de nos clients et à montrer les choses de façon la plus explicite possible. On utilise des logiciels de visualisation de données et on est sur Tableau Software depuis maintenant 3 ans et demi. Tous nos consultants, tout le monde en interne, pas uniquement une cellule data science. Ce qui veut dire qu'au départ, c'était vraiment un outil qui était utilisé pour des restitutions, mais internes, des explorations. Et maintenant, on s'en sert aussi pour beaucoup de présentations, et ça vient intégrer nos dashboards, bref. Donc, des gens qui ont évidemment toutes les connaissances qu'on vient de... toutes les formations, et en gros, la majeure partie des gens chez nous qui font ces métiers-là sortent de l'ENSAE. Mais je dirais, j'insiste sur le côté vulgarisation, compréhension, écoute de nos clients, parce qu'on est persuadé que voilà, quand on est dans un gros groupe à parler de ces sujets-là, si ça parle vraiment et si ça n'exclut pas la personne de marketing avec peut-être des formations plus littéraires ou plus classiques en face de nous, ça signifie juste qu'il y a beaucoup plus de business, d'argent, de mission et d'accompagnement à la clé. Si je peux juste rajouter une chose, c'est la curiosité. Je pense qu'on est vraiment dans des métiers de découverte, d'exploration. Je pense que la curiosité est essentielle, au-delà des compétences qu'on vient de citer. La curiosité est essentielle en fait pour arriver à comprendre le métier, le métier de l'autre. Donc beaucoup d'empathie, beaucoup de curiosité, ce sont des choses essentielles dans ce type de métier. C'est vrai, juste pour compléter en 2 points, j'assimile ce que l'on fait au quotidien un petit peu au fait d'escalader l'Everest ou au fait de traverser l'Atlantique pour la première fois. C'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va trouver, on espère qu'on va continuer à grimper. Et juste pour finir sur le dernier poste qu'on recrute actuellement, c'est un lead développeur interface homme-machine. Bon, nous on est motoristes, mais j'ai mis quelques années à admettre qu'il faut aussi avoir une belle carrosserie pour vendre la voiture. Voilà. Et nous, si ici on a un profil de data scientist naissant, on a fait des études quantitatives, on vient d'une école d'informatique ou d'une école d'ingénieur, et qu'on veut vraiment s'intéresser au type de métier que vous nous proposez, où est-ce qu'on doit apprendre ces choses-là? Comment on fait vraiment pour se former, que ce soit pour l'entretien, être capable de prouver qu'on a la motivation, qu'on s'est déjà intéressé au sujet, ou même sur le plan professionnel, si on veut compléter son expertise, être capable de développer tout le set d'expertise dont on a besoin pour être bon chez vous? Nulle part, c'est nous qui allons vous former. Nulle part. C'est-à-dire que vraiment, les gens qui sortent d'école, et qui sortent d'école de l'ENSAE, de Centrale, d'HEC et autres, qui viennent nous retrouver sur des profils qui peuvent être aussi des profils d'accompagnement, de consulting et d'analyste,
c'est des gens dont on n'exige pas des connaissances particulières supérieures à leur niveau de sortie d'école, qui est déjà très bien. Donc on est vraiment dans des formations où quand on nous rejoint et qu'on est junior chez nous, pendant 3 semaines, on ne voit pas son bureau et on passe de main en main, à la fois sur des sujets de modélisation et dont on vient de parler, mais aussi des sujets de visualisation et d'impact lors de restitution et d'identification, de workshops d'identification de besoins et de conduite de gros projets longs, internationaux, avec des grosses marques. C'est aussi un savoir-faire et ça peut intéresser des profils comme ça. Pour aller dans le même sens, en fait, quand vous travaillez sur un projet pour un grand opérateur téléphonique et puis quelques semaines ou quelques mois après pour un retailer et puis après pour un brasseur, etc. En fait, ce sont des domaines tellement différents qu'on découvre quasiment le métier à chaque fois. On applique évidemment des méthodes, on applique des outils mathématiques, informatiques, donc ces outils-là sont systématiquement les mêmes. Mais la culture des entreprises est tellement différente et il n'y a tellement pas d'état de l'art finalement dans ce domaine-là qu'on est en découverte permanente. Donc je suis assez convaincu que ça ne s'apprend pas en fait, ça se découvre au quotidien. Ce qui fait également qu'il faut avoir mentalement la capacité à ne pas s'arrêter à la première difficulté. Parce que vu qu'on est en permanence en train, encore une fois, de gravir l'Everest, c'est pas au premier bobo ou à la première contrariété ou à la première implémentation qui ne marche pas qu'il faut se décourager. Là, il faut clairement s'acharner jusqu'à ce qu'un problème soit résolu. La culture de l'échec est très importante et je pense que encore plus importante dans ce domaine-là que dans d'autres. Il faut avoir la culture de l'échec pour savoir abandonner une piste qui n'aboutit pas et partir et se concentrer sur des pistes peut-être plus constructives. Juste aussi pour compléter, je ne sais pas si Fabrice va parler tout de suite, mais donner aussi une vision internationale de ces métiers-là. Aujourd'hui, quel est votre ressenti sur le nombre de métiers, le nombre de pays où on peut exercer ce métier, le nombre de postes à pourvoir dans les prochaines années? Qu'est-ce que vous ressentez en particulier dans la RTB aujourd'hui? Moi, je vais juste préciser par rapport au poste qu'on cherche aujourd'hui à pourvoir que je rejoins tout à fait mes collègues sur plein de points. Je dirais que nous, on reste quand même une jeune société qui a un peu moins de 2 ans, donc toujours dans un esprit start-up. Donc c'est vrai que ce qu'on peut exiger d'une personne qui sort de l'école, c'est aussi un état d'esprit. Donc les compétences sont en effet celles de l'école, plus ou moins, évidemment en fonction du sérieux de l'étudiant. Mais on va dire que globalement, nous on cherche quelqu'un qui a un état d'esprit de curiosité, entre guillemets aussi un peu entrepreneur, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à débroussailler que voilà. Et puis ça peut faire un peu peur aussi d'un premier abord de voir autant de data et d'autant d'outils naissants. Il existe énormément d'outils qui permettent de gérer ces data open source et qui peuvent aussi faire un peu peur du fait de la jeunesse de ces technologies. Mais bon, il y a toute une communauté qui se crée, donc pour répondre à ta question, internationale, donc de nombreux outils qui aujourd'hui permettent de faire des choses très performantes. Il y a une vraie métamorphose, je pense, en termes d'informatique, l'environnement Big Data, aujourd'hui, qui veut dire tout et n'importe quoi, mais il y a une vraie métamorphose dans le sens où il existe de nouvelles technologies, de nouvelles façons de faire, de nouveaux langages de programmation, et tout ça avec une communauté naissante et très riche. Alors dans le monde, je ne sais pas exactement où sont les postes à pourvoir, mais je crois que la France est un pays intéressant de ce point de vue-là, parce qu'on a des bonnes écoles d'ingénieurs, on a des gens compétents, et par ailleurs, il existe plein d'incitations même pour les sociétés à venir à intégrer leur centre de recherche en France, notamment avec les programmes de jeunes entreprises innovantes ou de crédit impôt recherche. C'est des choses qui attirent les talents et qui font qu'aujourd'hui la France reste un pays, à mon avis, très compétitif. Pardon, Alexis, même question, mais j'aimerais aussi que tu me dises, j'imagine que tu sais aussi bien ce que c'est que moi, les MOOC. Donc comment ça s'intéresse un petit peu d'aller sur Coursera, d'aller chercher des informations sur Internet quand on veut devenir data scientist en RTB? En fait, je ne sais pas ce que c'est que les MOOC. Les cours en ligne que tu peux trouver sur Internet, ou bien de Stanford, ou bien d'un certain nombre d'universités qui proposent de la formation, et puis surtout tout simplement le fait que l'essentiel, on va dire, des choses qui sont à découvrir ne sont pas aujourd'hui enseignées parce qu'elles ne sont pas matures. Voilà, exactement. Enfin, je pense qu'on parle vraiment d'un terrain très aride
Donc en termes de cours, je pense que les cours enseignés en France sont parfaits. Je pense aussi... Allô ? Voilà, et je pense aussi que la France a peut-être un grand rôle à jouer dans ce type de métier, comme elle le joue par exemple en finance quantitative depuis quelques années. Donc la formation, suivez vos cours et apprenez vos leçons, et je pense que ça suffira. Ensuite, sur l'international, nous on est tout simplement, on cherche un analyste BI pour partir au Brésil dès demain. Donc voilà, c'est des métiers sans frontières. Ça a un rapport avec hier ou pas? Non, ça... Non, on va refaire un petit tour de table. J'aimerais juste maintenant qu'on parle du côté business. Aujourd'hui, on va essayer de sortir un exemple de ce que vous avez réalisé, peut-être votre plus bel exemple, et une notion aussi de chiffre. On a une vision de la volumétrie, de l'impact que ça a pour votre client, de combien de temps vous avez passé sur cette mission, de combien de taille de données vous avez géré, quel est le retour sur investissement pour votre client. Essayer de comprendre aujourd'hui pour un acheteur potentiel de vos solutions, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être commencer. Première remarque, on est sur des systèmes qui sont très pyramidaux, au sens où on doit collecter énormément de données en amont, les filtrer, et finalement, il y a très peu de phénomènes intéressants pour le business qui vont sortir en haut de la pyramide. Nous, on va aujourd'hui analyser plus de 10 millions de verbatim textuels chaque année, ce qui est de la, entre guillemets, petite big data. Et pour donner des exemples concrets de retour sur investissement qu'on a fait pour nos clients dans le monde de la grande distribution, par exemple, on a fait une augmentation directe de chiffre d'affaires. On a augmenté de 10% le chiffre d'affaires du rayon papeterie au niveau national, uniquement en détectant qu'il fallait laisser les agendas en tête de gondole une semaine de plus en septembre et en janvier. Alors, sur le plan business, le chiffre dont je suis le plus fier, c'est qu'on a doublé le chiffre d'affaires du rayon camping en décembre, en faisant du data mining sur décembre de l'année précédente. Bon, je ne vais pas expliquer pourquoi. Sinon, alors pour le coup, tu vas expliquer pourquoi, parce que c'est très anecdotique, mais c'est très drôle. Je laisse le mystère. Non, ça c'est pas public. C'est pas public comme info. On a également, par exemple, anticipé du risque. Vous voyez, sur une semaine où on va recevoir 10 000 verbatim, il y en a 4 qui disent pignons de pain, malade, perte de goût, etc. Donc l'histoire, c'est les pignons de pain sont importés de Chine. Les Chinois ne se limitent pas aux petits détails qui freinent le business et ils nous envoient des pignons de pain qui ne sont pas comestibles par l'organisme humain. Et donc là, vraiment, sur la base d'un signal faible, on a réussi à anticiper une détection de risque et notre client a enlevé les produits des rayons. Et pour finir sur le plan sociétal, aujourd'hui, on va apparaître par exemple de la demande pour des produits halal bio. Et le fait de se positionner très en amont sur le marché permet encore une fois d'anticiper les demandes de consommateurs pour leur proposer des produits et des services adaptés. Bon, plus plein d'autres exemples. On a plein de beaux projets, donc c'est difficile et frustrant d'en parler juste un, mais effectivement un, peut-être aux États-Unis, un opérateur téléphonique, un des plus gros, j'ai pas le droit de le citer malheureusement. On gère un peu plus de 30 pétaoctets par semaine, ça c'est pour les chiffres. On arrive à ressortir de ces données, comme je le disais en introduction tout à l'heure, 30 business cases différents qui sont classés en upselling, cross-selling, win-back, donc c'est la possibilité de réactiver des gens qui se désabonnent. Et puis enfin, on travaille aussi sur la limitation, sur le taux d'attrition, la réduction du taux d'attrition, en détectant par exemple qu'une personne, avant de se désabonner, elle va aller consulter les conditions générales de vente sur le site internet et en particulier, elle va cliquer sur un lien où elle va voir les conditions qui permettent de déménager une ligne par exemple. Donc c'est des choses qu'on va aller détecter dans les logs, qu'on va remonter et qu'on va être capable de traiter ensuite d'un point de vue business en adressant ces segments qui sont sortis tous les jours aux bons interlocuteurs au sein de l'entreprise. Sur les gains commerciaux, j'ai malheureusement pas le droit de communiquer dessus, mais ça fait plus de 2 ans qu'on travaille avec eux, donc les gains commerciaux ont été assez courts parce que ce type de projet, on ne l'a pas dit, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à sortir de la valeur ajoutée très rapidement. Si on commence un peu à faire de data discovery, c'est-à-dire vraiment au tout début du process, on sort de la valeur ajoutée au bout de 6 à 8 semaines de travail. Donc ensuite, c'est très facile de rentrer dans un process gagnant-gagnant pour l'entreprise qui est Kerus et évidemment pour ses clients aussi. Donc voilà, pour vous parler d'un projet en particulier. C'est des exemples semi-publics, semi-confidentiels, ce qui va vous forcer à venir nous voir sur le stand juste après. Le premier dont on peut parler, c'est par exemple ce que je racontais tout à l'heure sur 3 Suisses.
On travaille avec eux depuis une bonne année aujourd'hui. Et sur de la détection d'anomalies, donc des modèles prédictifs de vente. Ce qui est aussi intéressant de constater, c'est que de gros acteurs de ce type avaient une visibilité en gros sur leur top 50 ou leur flop 50 de vente à la semaine. Et au milieu, il y a des centaines de milliers de références qui restent un petit peu orphelines d'analyse. Donc faire plus 5% sur du mobilier de jardin la première semaine d'août, il n'y a rien qui sonne. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Finalement, ça ne change pas forcément le niveau d'urgence chez le e-commerçant. On a mis en place évidemment des modèles prédictifs qui apprennent, du machine learning, qui apprennent à détecter ces anomalies. Et en fait, le plus 5% sur du mobilier de jardin la première semaine d'août, bah, finalement c'est très mal. On aurait dû faire plus 28. Donc nos outils, avec des outils de visualisation et je dirais d'interface, là où on parle à l'humain, c'est des arbres de décision, et des arbres de décision qui aident soit à mettre en avant davantage le produit et en faisant plus par exemple de publicité search marketing ou display RTB, à faire davantage de mise en avant du produit sur le site lui-même, donc tout ce qui est emplacement de merchandising, ou un problème de prix, et là c'est un vrai sujet. Donc ces arbres de décision vous montrent quel serait le gain réalisable dans les semaines en cours si vous corrigez le tir en fonction des actions qu'on vous invite à faire sur de l'achat média, du repositionnement au sein du site ou un avantage prix. Ça c'est bien quand on parle à l'humain, donc ça, on fait parler les big data à l'humain, et on a un deuxième, on va dire, workstream qui consiste à parler à la machine elle-même. Donc là on est sur quelque chose d'encore plus intéressant et galvanisant. C'est le sujet de dire, voilà, tout ce machine learning et cette autocorrection, s'il s'adresse au directeur marketing digital, c'est bien, il prend quelques décisions, mais si ça rentre directement dans les algorithmes d'achat média et de placement sur site, c'est encore mieux. Donc là, c'est la data qui parle à la data. Donc on a toujours ces deux sujets, c'est comment est-ce qu'on renseigne des managers sur ce qui se passe et comment est-ce qu'on est plus performant dans l'interface avec les machines elles-mêmes. Pour les performances, vous pouvez passer nous voir tout à l'heure, l'équipe qui travaille sur 3 Suisses est au fond de la salle. Sur la partie RTB, les volumétries c'est quoi? Le nombre de clients c'est quoi? Le temps d'une mission, les enjeux? Alors, nous on ne fait pas que du RTB, mais nos volumétries c'est environ 150 millions d'impressions par jour, dont à peu près 2 tiers de RTB. Ce qui a marqué l'année 2013 chez Next Performance, c'est l'ouverture de l'inventaire de Facebook, justement au RTB. Ça a permis de faire, en termes d'impression, des bons de 20-30%. C'est énorme. Et en termes de performance, on a l'impression que ces petites publicités là sur la droite, personne ne les voit, personne ne les lit, mais c'est assez impressionnant. Alors nous, aujourd'hui, on a des clients un peu de toute taille. On a des petites startups qui veulent se lancer. On a des moyennes de sociétés, des sociétés qui ont déjà fait des levées de fonds et qui aujourd'hui veulent se promouvoir leurs services et donc s'étendre. Et également, on a des grosses agences médias qui elles-mêmes représentent des grands comptes avec lesquels on travaille. Donc ça nous a permis, on a comme ça pu travailler avec des grands comptes américains, notamment le numéro 1 du voyage en ligne aux US et d'autres grandes références comme ça, avec lesquels donc nous on travaille à la performance, donc à partir du moment où ils reviennent avec nous, donc c'est que quelque part ils sont satisfaits, donc pour répondre à la question. Donc et puis également, bon ça c'est le business usual, et par contre ce qui est intéressant c'est que aussi notre positionnement de nos expertises à l'étranger, aujourd'hui, bon, on l'avait pas vu comme ça, mais en fait on se rend compte que on aide certaines sociétés françaises ou européennes qui veulent partir à l'export et qui veulent faire de l'acquisition à l'export de façon efficace et performante. Et du coup, donc c'est un créneau qui est aussi intéressant pour nous d'aider ces sociétés à aller faire de l'acquisition, à aller promouvoir leurs services, leurs apps ou n'importe leur site mobile à l'étranger et sous forme de performance. Juste, est-ce que tu peux nous rappeler quelle est la particularité du mobile aujourd'hui et quels sont les grands enjeux du mobile? Dans quel sens? Dans le RTB, en quoi ça se différencie du web et Oui, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est que le RTB mobile, bon, c'est exactement la même chose que le RTB online, et d'ailleurs il est issu
c'est les mêmes technologies quasiment. Aujourd'hui, nous, on s'est faufilé dans le créneau du mobile parce qu'aujourd'hui, il y a entre guillemets une rupture un peu entre le mobile et le online qui est déjà native. C'est-à-dire que déjà, le mobile s'est créé avec deux types d'Internet, donc les apps et les sites web mobiles. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment sur le online où il y a un Internet, on va dire. Donc déjà, ça a été une rupture. Après, dans les systèmes de tracking que maîtrisent bien mes collègues, de retargeting avec les cookies, aujourd'hui c'est quelque chose qui n'est pas faisable sur les mobiles. Apple, en créant iOS, a bloqué l'utilisation des cookies tiers dans les applications, ce qui a complètement changé la donne. Et puis également, donc, en termes de paramètres d'optimisation, il y a des paramètres très propres aux mobiles, comme par exemple la géolocalisation, comme nous on fait des opérations aussi pour des opérateurs. Donc par exemple, typiquement, targeter des utilisateurs d'Orange pour des raisons X ou Y. C'est quelque chose qu'on peut faire, alors que sur le online, on ne va pas s'amuser à cibler des opérateurs d'un fournisseur d'accès Internet quelconque. Il n'y a pas vraiment de demande à ce niveau-là. Et puis après, il y a les formats. Donc il y a des formats, il y a la notion de device également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des devices qui ont des écrans tactiles, d'autres qui ont des particularités. Donc ça, c'est des façons aussi d'optimiser pour certaines campagnes. Donc c'est des nouveaux paramètres d'optimisation qui sont vraiment propres au mobile et qui aujourd'hui nous donnent beaucoup de travail en termes d'analyse et justement de data crunching. Super, alors merci à tous. On va conclure la table ronde sur l'avenir, les next steps. Il y a peut-être des personnes ici qui ont la vocation de devenir entrepreneurs dans le monde de la data. Aujourd'hui, du point de vue que vous avez, quels sont les manques du marché? Qu'est-ce qui manque à faire? Quels sont les points de douleur ou les besoins que vous rencontrez chez vos clients et qui mériteraient une réflexion ou la création de nouveaux produits? J'y vais. Alors dans les manques, enfin je sais pas si c'est un manque, c'est plus une prise de conscience. En fait la data, chez toutes les grandes entreprises mondiales, est désormais envisagée sous un volet patrimonial. La data appartient à Nestlé, la data appartient à Danone, la data appartient à... et ainsi de suite. Donc je dirais que ça c'est une menace aussi pour toutes les jolies sociétés start-up qui se disent nous avec notre data on a notre tag et puis il est super beau. Il faut faire attention parce qu'il y a une volonté, un mouvement de fond chez toutes les grosses entreprises et qui ont bien raison de se dire ma donnée m'appartient. Elle en dit beaucoup sur mes clients, mes consommateurs, éventuellement mes prospects, mais tout ça c'est quelque chose que je souhaite détenir. Donc une lame de fond qu'on voit en ce moment, c'est les sujets sur lesquels on est également positionné de Data Management Platform et de DMP, donc CDMP, qui sont censés être l'endroit où je centralise mes données analytics, mes données d'acquisition média, mes données CRM, mes données sur mon catalogue, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des gros chantiers de fond qui accompagnent la digitalisation des gros groupes pour les 5 à 10 prochaines années. Ensuite, ces points de patrimoine, alors c'est bien de le dire en tant que valeur, je vais vous donner un exemple. Un de nos clients qui est dans le retail dans 25 pays dans le monde sur de la cosmétique et des produits du sud de la France a 20 sites web à l'international et nous a confié le périmètre de l'ensemble sauf l'Asie. Ces gens-là ont laissé lancer le e-commerce en Chine sur des plateformes comme... alors les sites ne vendent pas en Chine, c'est que les plateformes, donc les Alibaba, les Tmall, les Taobao, etc. Vous ne vendez pas sur votre site internet à vous. Donc c'est quand même un vrai sujet. Donc où est-ce que vous mettez votre tracking? Qui vient acheter? Et au fait, quand les gens ont acheté sur Taobao, qu'est-ce que vaut le reporting? Aujourd'hui, le reporting, c'est juste un nombre de ventes et un chiffre d'affaires. C'est déjà pas mal. Ils ont laissé lancer le truc il y a 6 mois. Au bout de 2 mois, sur les 20 pays, la Chine était devenue le 3e des chiffres d'affaires. Avec zéro data, mais zéro. C'est juste comme un contrat d'affiliation, on vous envoie un chiffre d'affaires à la fin du mois. C'est impensable pour une marque qui se respecte de dire tout ça m'échappe. D'où l'intérêt d'aller sur ces sujets, y compris les Chinois, parce que 70% du e-commerce en 2015 se fera en Chine, je ferme la parenthèse, et pour aussi éclairer sur le point international des métiers de la data, plusieurs études convergentes montrent que il manque en Chine continentale en ce moment 2 millions de personnes
qualifiés sur le digital et l'exploitation de la data. Donc juste pour finir, si vous ne trouvez pas du boulot à Data Jobs, prenez un ticket pour Shanghai, il y a beaucoup de boulot là-bas. Pour poursuivre sur le même sujet, je pense qu'il y a, moi je vois deux sujets en tout cas dans les échanges qu'on peut avoir aujourd'hui avec nos clients. Premier sujet, c'est la monétisation, pour continuer sur l'aspect patrimonial de la donnée. Je pense que beaucoup d'entreprises, une fois qu'elles ont compris la valeur de cette donnée, ont envie de la monétiser. Donc ça devient un nouvel axe de développement pour beaucoup d'entreprises, voire même pour beaucoup de secteurs. La presse en particulier, on travaille nous avec un grand site de presse quotidienne nationale français. Et donc on en a à cette étape-là, au-delà de réexploiter la donnée pour son propre usage, pour sa propre activité, mieux comprendre les parcours de ses utilisateurs, etc. Il y a aussi l'envie et la volonté de créer presque une business unit dédiée en fait à la monétisation de cette donnée. Donc il y a la monétisation, et puis je suis pas sûr que vous soyez le bon public, mais il y a tout l'aspect juridique. C'est vrai qu'aujourd'hui la donnée, croire que demain on sera anonyme, anonymiser la donnée, etc. Tout ça, je pense qu'il y a beaucoup de littérature en ce moment sur le sujet, si vous y intéressez. Donc je pense qu'il y a un vrai vide juridique sur le niveau de connaissance qu'apporte l'interprétation de la donnée, le niveau de connaissance des consommateurs ou des prospects ou des suspects, et donc cette capacité qu'on a à finalement rendre toute personne non anonyme. Enfin, je pense que l'anonymat est devenu un concept complètement dépassé. Voilà, peut-être pour les deux sujets qui sont assez fréquents en ce moment. Pour embrayer sur la question effectivement juridique, une question que je soulève, alors une question un petit peu polémique et un petit peu politique que je soulève. Moi j'essaye de gérer ma schizophrénie. En tant que consommateur, je suis content que la CNIL existe et qu'elle mette en place des règles qui empêchent tous ces affreux annonceurs d'en savoir plus sur moi que ma mère et mon psy. Mais en tant que patron d'une start-up française, si je dépasse une certaine ligne blanche, eh bien la CNIL va pouvoir me tomber dessus et tuer mon business. Là où des start-up américaines, israéliennes, chinoises, etc., pourront très bien vendre des choses en France en traversant allègrement la ligne blanche sans que la CNIL puisse avoir le bras assez long pour les ennuyer. Voilà. Donc c'est là où je suis un tout petit peu embêté. Alors c'est difficile à formaliser comme question finalement. C'est pour quelle raison, dans un contexte qui est très globalisé, les startups françaises devraient monter sur un ring global en s'attachant un bras dans le dos. Et dans le même temps, je suis très content que la CNIL soit là. Voilà, donc c'est un petit peu compliqué. Et pour finir, disons, de répondre à la question que Jérémy a posée sur qu'est-ce qui manque peut-être aujourd'hui sur ces systèmes de big data. Encore une fois, on est sur un système très pyramidal où on va partir de milliards de documents, en retenir des millions, les filtrer. Et au final, on va produire des indicateurs clés de performance. Ok. La question, c'est comment est-ce qu'après on actionne des plans d'action, qu'est-ce qu'on en fait? Et je me rends compte que nous, on tâtonne encore un petit peu sur arriver à transformer finalement toutes ces choses formidables qu'on arrive à trouver en plans d'action directement actionnables. Donc finalement, c'est de basculer du côté machine au côté humain qui actionne, où il y a encore de la fluidité à rajouter dans le processus. Moi, je vois trois sujets. Le premier, c'est que la plupart de nos clients ont des équipes CRM, donc ils sont chargés de séparer les gens sur leur profil, voilà, celui-là il est gold, celui-là il est silver, ou de créer des cartes de fidélité, vous donner des réductions, etc. Et à côté, on a des entités complètement différentes qui gèrent le marketing, la publicité, les leviers tels que le retargeting. Une des grosses mouvances, je pense, ça va être la fusion des datas entre justement le CRM et le marketing digital pour pouvoir cibler encore mieux les utilisateurs. La deuxième chose, c'est la grosse question du cookies. Donc le cookies aujourd'hui, si on le coupe, nous on ferme les portes. Bon. Donc, mais on sait que à terme, le cookies est amené à disparaître. Et en plus, c'est une technologie qui ne vous permet pas d'être cross-device, c'est-à-dire que vous avez un cookies sur votre navigateur Chrome au bureau, un cookies sur votre navigateur chez vous, un cookies sur votre mobile. Donc le premier qui aura réussi à se séparer du cookies aura gagné autant en termes juridiques à mon avis qu'en termes de performance. Et le troisième c'est le mobile, mais je vais laisser mon voisin en parler. Nous, en fait, c'est simple. Aujourd'hui, on est vraiment dépendant de la data que veut bien nous fournir les réseaux sur lesquels on achète des emplacements médias.
Donc aujourd'hui, on voit bien une tendance à l'enrichissement de ces datas, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus les coordonnées GPS, on a de plus en plus éventuellement d'informations sur le user. Donc, après, une problématique, c'est justement la segmentation qui n'est pas forcément encore homogène et uniforme dans le monde et sur les différents ad exchange et ad networks. Donc ça, c'est une vraie problématique d'homogénéisation de la data. Et puis voilà, aujourd'hui, donc quand on reçoit une requête qui, on va dire, qui possède un certain nombre de propriétés, nous, ce qu'on fait, c'est que si on a un intérêt sur cette requête, on va essayer de l'enrichir, donc en allant acheter de la data à des fournisseurs de data tiers. Et aujourd'hui, il est évident qu'on ne trouve pas encore toutes ces datas, notamment sur le mobile, pour des raisons juridiques, pour des raisons X et Y. Mais aujourd'hui, voilà, on sent que c'est une industrie qui est encore jeune et qui est en train de se former. Et on arrive de plus en plus. Là, en 2 ans, on a vu une vraie différence entre le démarrage de notre activité et maintenant, sur l'enrichissement de la data et sur les différentes possibilités. Et donc voilà. Un monde qui est en train de se mettre en place. Et, ça prend du temps, ça demande des efforts, ça demande aussi des actions conjointes avec les différents acteurs sur différents continents. Mais bon, voilà, ça va se faire. Il y a des intérêts communs, donc on est assez confiants. Merci beaucoup, merci à tous. Vous avez tous la chance d'avoir des stands, donc la discussion peut continuer de manière informelle, chacun à vos lieux respectifs. Donc j'invite les étudiants qui veulent travailler dans vos boîtes à vous rejoindre. J'invite aussi les étudiants à vous rappeler que donc il y a un espace de recrutement, il y a un espace aussi atelier. Vous pouvez circuler dans les différents espaces. Merci beaucoup, merci à tous.